travail qui a été élaboré par Philippe Buret, qui est un sculpteur en bois, qui a fait une création dont on va faire une présentation aujourd'hui. Et c'est en lien avec Antoine Chevrier et Fourvière. Et aussi, ça rentre dans le cadre de l'année du bicentenaire de la naissance d'Antoine Chevrier. Alors, on va essayer de faire la conférence à 4 voix pour que ça soit un peu plus qui commencera. Ensuite, je poursuivrai. Ensuite, Augustin Roquefort. Et puis, Philippe Buret. Voilà. Alors, voilà, j'en profite quand même pour faire quelques remerciements et signaler les principaux partenaires de la Fondation de Fourvière, avec Philippe Castin et puis je crois un nouveau responsable qui va bientôt arriver, Jean-Christophe Aguetan. Il est là peut-être? Oui, il est là. Ah, bonjour, enchanté. On voulait remercier aussi Antoine Bérard qui a accompagné ce projet, Baudouin Chary qui nous a aidé à nous installer, je ne sais pas s'il est par là, Antoine Roquin aussi et ses équipes. Dans les partenaires, donc le rectorat de Fourvière, le diocèse de Lyon, avec un grand remerciement au recteur Pierre Pillon qui nous a soutenus et qui a cru dès le départ en ce beau projet. Les représentants du Prado, en particulier, donc responsable général des prêtres du Prado, des sœurs aussi, qui sont nombreuses ici, puisque vous verrez aussi qu'une des sœurs fondatrices, Marie Boisson, sera évoquée lors de cette conférence. On voulait aussi remercier les donateurs. On les remercie. On voulait aussi remercier le sculpteur. Philippe Buret. On aura l'occasion de découvrir un peu plus à la fin de cet entretien. Et puis je voulais aussi remercier au niveau du diocèse ce projet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Donc Michel Durand va nous présenter finalement les liens entre le Père Chevrier et Fourvière. Alors certains les connaissent, il y a des choses qui sont connues. Pour ma part, alors il y a sûrement des personnes beaucoup plus compétentes que moi ici, mais j'ai essayé de retracer un peu l'aspect du poteau de Fourvière à l'époque du Père Chevrier, parce qu'on voulait sur le bas-relief avoir une représentation du poteau à l'époque du Père Chevrier. Alors, qu'est-ce qu'il fallait représenter? C'était ça l'objet de la recherche. Alors ensuite, la providence d'Augustine Roquefort, c'est un des points importants du lien entre Antoine Chevrier et Fourvière. Et c'est Augustin Roquefort, qui porte le même nom, qui nous présentera cette partie. Et puis ensuite, Philippe Buret, sculpteur bois, meilleur ouvrier de France quand même. On fera en fait les différentes phases de la conception et de l'élaboration de l'œuvre. Et puis si on a du temps, vous pourrez poser des questions et puis on essaiera d'y répondre. Michel? Alors Michel Hibert-Chevrier, des volumes de procès de béatification. Pourquoi on a construit un ex-voto, quelle est un petit peu l'histoire de ce projet, et puis aussi les scènes de vie qui sont représentées sur ce... C'est déjà important de dire pourquoi on est à Fourvière. Mais ça a déjà été dit, c'est les 4 volumes des procès de béatification. Et il me semble que, au moins nous, quand je dis nous, c'est à l'interne du Prado, que nous aurions intérêt à relire et à étudier
et une lecture très attentive ces 4 volumes du procès. Donc j'ai essayé de les relire et en me posant la question, mais pourquoi Fourvière? Alors si je m'égare, si je vais trop loin, si je vais pas assez loin, tu me coupes, tu surveilles tout. C'est un maximum 10 minutes. Voilà, contrôle tout. Et l'autre micro, il est où alors? Il est rangé. Ah ouais, mais c'est bon, il n'y a pas besoin. L'attachement d'Antoine Chevrier à la Sainte Vierge est signifié dans de nombreux témoignages. On ne va pas tous les prendre. In Reno, parmi les témoignages dit, article 10, Madame Chevrier m'a dit plusieurs fois qu'avant la naissance de son fils, elle l'avait consacré à la Sainte Vierge et qu'elle avait bien souvent fait cette prière au bon Dieu, que s'il ne devait pas le servir de tout son cœur, il le prit tout de suite après son baptême. Vous comprenez tout de suite qu'on est en plein 19e siècle. Il n'est pas bon, il n'est pas fidèle, que Dieu le reprenne. Il le prit tout de suite après son baptême. Voici un deuxième témoignage. En parlant de la Sainte Vierge, le Père disait, mes enfants, c'est un chef-d'œuvre sorti des mains du bon Dieu. C'est la plus belle créature que Dieu ait créée. Il s'est choisi sa mère et puis ensuite, il nous l'a donnée. Nous devons être fiers de l'avoir pour Marie. Ça a été prononcé par Sœur Joséphine Reynaud. C'est article 88 de la page 107. On ne dire plus, mais ça me semble intéressant de bien noter cela. Pour en dire un petit peu plus, peut-être sur la création de l'ex-voto, l'origine. Tout à l'heure, plus tard. Ouais. Je ne vais pas aller trop vite. Pourquoi Fourvière? Je dirais qu'on est à Lyon et tout ce qui est important se vit en ayant un regard vers Fourvière. Et la famille Chevrier, depuis le début, a vécu ce regard. Et nous verrons également que Antoine Chevrier reprend ce regard. Création d'un ex-voto, je dirais. Création d'un ex-voto. C'est pas si loin. Création d'un ex-voto. C'est pas si loin. Sous la forme d'un bas-relief. Là aussi, nous avons demandé à Philippe de travailler. Nous avons également consulté des différences entre artistes et artisans, mais un vrai artiste se dit également artisan. C'est un grand débat. Mais nous avons voulu une œuvre artistique complète, la création d'un ex-voto sous la forme d'une œuvre, d'une création artistique. L'acte de prière, la dévotion, c'est rattaché au mot ex-voto, et la qualité de la sculpture. On en reparlera tout à l'heure directement avec Philippe. Ce projet d'ex-voto est par la commission canonisation d'Antoine Chevrier en novembre 2022. Un courrier de cette commission a été adressé à l'archevêque, Monseigneur Olivier de Germay, c'était le 16 novembre 2022. Et je lis. J'ai un projet qui concerne les paroisses du diocèse où le Père Chevrier était présent.
il faudra que les responsables des églises ci-dessous indiquées, je vous parlerai tout à l'heure de ces églises, soient sollicités et encouragés de votre part, et des collaborateurs de votre part, et des collaborateurs plus proches à vous, à mettre en place dans l'Église un espace qui fasse mémoire du bienheureux et où proposer sa biographie, ses écrits, commentaires de l'Évangile, et favoriser que le bienheureux Père Chevrier soit auprès du Dieu intercesseur de nouvelles grâces pour la prière de canonisation. Et là, vous avez compris pourquoi c'est la commission de canonisation qui s'est lancée dans cette demande de sculpture. Ce n'est pas le seul lieu où Chevrier est passé. C'est pour ça que nous citons également l'église Saint-François de Sales, et nous vous invitons à vous rendre voir. Philippe a également créé une œuvre pour l'église Saint-François de Sales qui tourne autour de son baptême. Dans l'église de Limoges en bois, sculpté par Philippe Duret, a été installé dans la chapelle du Père Chevrier. C'est à cet endroit, à l'Immaculée Conception, qu'il y a eu une première construction d'une petite église, parce que en fait, une demande de paroisse. Je pense que tout à l'heure, vous aurez eu l'occasion de voir, ces. Et il faut également citer la paroisse du bienheureux Antoine Chevrier. Là, il y a plusieurs initiatives, il y a un certain nombre d'initiatives. Vous pouvez entrer si vous le souhaitez. Oui, monsieur, dans votre défaut, excusez-moi. Adjoint au culte spiritualité. Bien, voilà, bienvenue. Donc, à la paroisse du bienheureux Antoine Chevrier, il y a une sculpture reliquaire, et il y a également d'autres projets. Et il y a également le projet d'une soirée comédie musicale qui sera pour la fin de 2026. Je m'arrête là, je pense. Très bien. Mais j'ai encore d'autres choses à dire pour parler de Fourvière, il faut qu'on rentre. Alors là, dans on va le détail peut-être de rentrer dans Fourvière. le détail des scènes de vie qui illustrent ce bas-relief. Donc il y a 3 scènes de vie, donc peut-être que tu peux nous les présenter. Ok. Alors, tout à l'heure, on a vu, je pense. Ok. Alors, tout à l'heure, on a vu, je pense, vous l'avez encore en mémoire, la photo générale. Maintenant, on regarde en détail. Donc, le travail qui a été demandé à Philippe est de rendre d'une façon artistique, de visualiser, de donner à voir, les parties principales. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Antoine Chevrier? Mais il faut d'abord citer cette dame qui s'appelle Marie Boisson. Il faut que j'aille très vite, je suis en train de penser. Que tu vas trouver que je vais. Ce que je souligne sur Marie Boisson, c'est son audace. Parce que, je peux me tromper, mais j'ai la certitude que si Marie Boisson n'avait pas quitté la cité de l'Enfant Jésus, vous demanderez, vous lirez les ouvrages pour savoir ce que c'est que la cité de l'Enfant Jésus. Quand Chevrier a choisi de quitter la cité de l'Enfant Jésus, il fallait prendre les moyens de la décision. Comment elle a pris les moyens? Antoine Chevrier, c'est un ecclésiastique très gentil, très pieux, très obéissant, comme tous les ecclésiastiques doivent être, me semble-t-il. Je dis ça en pensant à mon supérieur. Voilà. Il faut aller voir Monseigneur. Il faut aller voir. Sœur Marie Boisset répond: l'évêque vous a perdu, je n'ai rien à dire.
Donc on quitte la cité de l'Enfant Jésus et on s'installe. Mais on s'installe où? On verra. Antoine Chevrier était donc fréquent à Fourvière. On lui a même demandé des prédications. Et vous le voyez ici représenté en prédication. Je reviens un petit peu en arrière. C'est sur Sœur Marie Boisson avec le cardinal. Je cite. Tout le temps que nous sommes restés à Fourvière, le cardinal. Je cite. Tout le temps que nous sommes restés à Fourvière, nous nous sommes suffis. Le Père ne nous a donné que 20 € durant cette année. Que 20 francs durant cette année. Et une fois qu'on m'avait envoyé vers le cardinal, il me donna 40 francs. Il me donna 40 francs. Quoique je ne lui eusse jamais rien demandé. Le cardinal de Bonald fut toujours d'une très grande bonté à mon égard. Quand nous avions quelque chose à demander à l'archevêché, c'est toujours moi qu'on envoyait. Et par rapport à la prise d'Alimonnet, je lui montrai les coups de Fourvière et lui dis, mon père, on parle de vous, Chevrier. Et que dit-on? Que vous allez prêcher à Fourvière. Chevrier. C'est bien la peine, pour 2 mots, que je vais dire à Fourvière de le mettre dans les journaux. Archives de Fourvière, notamment les registres où on signe quand on est prêtre et qu'on vient célébrer l'Eucharistie, on trouverait un nombre de paroles. On pourrait contrôler le nombre de fois où Chevrier s'est présenté à Fourvière. Vous avez 700 pages à lire, d'après ce petit nom. Troisième réalité, c'est au bas du tableau. Donc ces enfants, là il s'agit de filles. Les garçons, ils étaient plutôt du côté avec Pierre Loua. Il faut que je m'arrête pour pas que j'en parle. C'est bon. Les garçons, ils étaient plutôt rue des Trois Pierres, dans le 7e arrondissement, à la Guillotière. Là, il est question des filles. Alors, là aussi, c'est un petit peu compliqué. Peut-être on en aura plus d'explications tout à l'heure. C'est Augustine Roch, alors je ne sais plus si c'est Rocco ou Roque. Rocco. Alors je ne sais plus si c'est Rocco ou Roque. Rocco. C'est Augustine Roquefort qui intervient. Elle est propriétaire d'une maison. On vous en parlera dans le détail tout à l'heure. Et elle, ce qu'on appelle une providence. Et Sœur Marie Boisson, avec Amélie Vézina, il ne faut pas non plus oublier les autres, Marie Boisson n'est jamais toute seule. Il y avait 6 ou 7 filles, elles viennent s'installer ici. Je cite. Je suis resté à la cité jusqu'au 1er jour de janvier 1860, faisant l'école aux enfants et préparant quelques filles à la première communion. À cette époque, sur les instances de M. Loua et de Sœur Amélie, nous sommes montés à Fourvière chez Mademoiselle de Roquefort, dont la maison était exactement à la place de la nouvelle basilique. Et c'est là que l'œuvre du Prado commençait pour les petites filles. Elles étaient 6. Elles étaient 6. Elles ont fait leur première communion à Pâques dans l'église paroissiale de Saint-Just. En 1860, là aussi c'est intéressant de le préciser parce que c'est tout à fait là aussi c'est intéressant de le préciser parce que c'est tout à fait ce qu'on appelle la série. Je ne vais peut-être pas prendre du temps pour expliquer ce que c'est que la série. Des enfants plutôt dans la rue, même s'ils sont chez eux, ils sont non scolarisés. Quand on n'est pas scolarisé, quand on n'est pas scolarisé, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, on ne va pas au catéchisme. Mais ils méritent d'avoir l'évangile, d'avoir le catéchisme. Alors, il faut les recevoir. Ce qu'on appelle série, c'est regroupement de ces enfants. Les jeunes filles de la Providence, par la première communion, sont restées environ une année chez Augustine,
dans une bâtisse à proximité de la chapelle de Fourvière. Quand on dit la chapelle, c'est le vieux bâtiment. C'est vers 1850, ils ont probablement rejoint la providence de Fourvière de préparation jusqu'à la première communion. Et je lis ce témoignage, article 13. L'œuvre de la première communion ne resta qu'un an à Fourvière, chez mademoiselle de Roquefort. Des difficultés surgirent. Mademoiselle de Rochefort était au lit, malade. Les enfants faisaient un peu de bruit. D'un autre côté, la commission de Fourvière la pressait de lui vendre sa maison. On convint de se séparer. L'œuvre de la première communion pour les petites filles fut installée provisoirement place Saint-Louis pour 2 mois, pendant qu'on transformait et aménageait le radeau qu'on venait d'acheter et qui ne fut livré au père Chevrier que le 7 janvier. Précision. Quand on parle de l'installation au Prado, j'aime bien dire que cette ancienne salle de bal, qui avait un sol en terre battue, était vraiment 19e siècle, construite en pisé. Les prêtres, les enfants, ils dormaient tous. On va mettre les filles d'un côté, les garçons de l'autre, loin les uns des autres. Hein. Mais je souligne bien que tout le monde, ils allaient squatter de cette façon. Même s'ils avaient payé, bref, ils s'organisaient. Réfectoire, dortoir, chapelle, tout au même niveau. Peut-être que s'il y a des spécialistes comme M. Chatagnon qui peuvent me contester, hein, qu'ils le fassent, c'est ce que j'ai dans ma mémoire, dans ma tête, pour bien montrer les enfants, pour les éduquer humainement et chrétiennement. Et ce que je te propose, c'est qu'on avance parce que le temps passe. Sur les autres liens entre Antoine Chevrier et Fourvière, j'avais noté que dans les procès, en fait, il y a 65 fois où le mot Fourvière, donc les procès de béatification, il y a 65 fois la citation du mot Fourvière. Ça veut dire que le père Chevrier avait quand même des habitudes de lien avec Fourvière, en plus de ces 3 scènes de vie. De lien avec Fourvière, en plus de ces 3 scènes de vie. Tout à fait. Alors ça, c'est le troisième point. Quand j'ai fait ma consultation des 4 volumes du procès, Fourvière, à chaque fois qu'une série était terminée, il y avait la première communion. Il y avait un pèlerinage à Fourvière. Ça vaut le coup de le citer. J'espère que... Voilà. C'est Joséphine, je ne sais pas dans son nom de famille, j'ai écrit sur ce papier, Sœur Joséphine, à la page 130 du premier volume. Pour toutes les premières communions, le Père disait « Demain, nous irons à Fourvière ». Il ne disait pas s'il fait beau temps, quoique souvent il plut beaucoup le jour de la première communion. Mais jamais le Père venait ensuite, puis les petites filles de la première communion. Une série, et on monte à Fourvière. Donc, ce qui fait au moins 2 montées à Fourvière par an, puisque les séries sont de 6 mois, il faut de pèlerinage. 8 également, Sœur Gabrielle. Le Père avait une très grande confiance en la Sainte Vierge et une dévotion toute particulière pour elle. Il tenait beaucoup à ce que les enfants montent à Fourvière le lendemain de la première communion pour se consacrer à la Sainte Vierge. Le lendemain de la première communion pour se consacrer à la Sainte Vierge. Bon, je pense que Merci beaucoup. je peux m'arrêter ici. On va continuer, merci beaucoup. On va applaudir. Bien.
siècle. Le premier objectif a été de communiquer à Philippe des éléments, donc intégrer une représentation du coteau dans son bas-relief. Mais en fait, malgré quand même la notoriété des lieux, ça n'a pas été si simple quand même de retrouver un peu l'histoire de la représentation du coteau de Fourvière au XIXe siècle. Alors pour nous aider, on s'est appuyé quand même sur le lien qui est Fourvière, l'âme de Lyon, un gros livre illustré a été édité aux éditions La Nuée Bleue en 2014, et aussi un livre peut-être plus technique, Voir, revoir Fourvière d'Elisabeth Arbois-Fugé. Voir, revoir Fourvière d'Elisabeth Arbois-Fugé. Voilà. Il y avait aussi un second objectif de rechercher un peu ces images du coteau, c'était d'affermir la localisation et le format que pouvait prendre la Providence, de Mademoiselle Roquefort. Donc ça, Augustin nous en reparlera tout à l'heure. Mais je pense qu'on a à peu près tout. La première représentation, le bergerier, il est né en le bergerier, il est né en 1826, donc là c'est un dessin, une peinture qui a été fait en 1820. C'est un ex-photo qui raconte le sauvetage du jeune marin Perrin-Guérin le 9 janvier 1820. Peut-être que l'ex-photo il est à Fourvière, peut-être affiché quelque part. Cette représentation est publiée dans l'ouvrage Fourvière, âme de Lyon. Alors, on retrouve l'ensemble des chapelles Sainte-Marie et Saint-Thomas. Je pense que pour cet ensemble, documentation, c'est très décrit, les évolutions siècle par siècle de ces bâtiments. On voit aussi en bas, on peut reconnaître la maison Breda, ou maison de Lorette, construite au XVe siècle. Et là aussi, c'est décrit dans... Alors, un petit peu plus tard, en 1853, il se passe beaucoup de choses en 1853. Alors, c'est une gravure imprimée chez Louis Perrin, qui résume bien l'aspect de la colline en 1853. Il stipule Fourvière tel qu'il est. Le dessin que je ne vous présente pas, mais que vous pourrez découvrir dans les livres, qui est le dessin de Fourvière tel qu'il devait être. Alors, vous laissez uniquement les édifices religieux et puis vous enlevez tout le reste, ça vous donne ce que Fourvière devait être. Fourvière tel qu'il est montre. Alors, ça, je ne sais pas si vous allez voir ici, là, vous voyez mon petit curseur. Donc ça, c'est la maison des Jésuites. Alors, elle semble en cours de construction au sud et au nord. Donc, ça, Augustin nous en parlera tout à l'heure. Donc, Augustin nous en parlera tout à l'heure. On devine la Providence Roquefort qui était déjà construite en 1853. On voit aussi un grand escalier au pied du sanctuaire qui est le fameux aboutissement du chemin à péage de Pauline Jaricot. On peut penser quand même que la représentation graphique n'est pas à l'échelle. L'escalier, il est beaucoup plus gros que dans la réalité. On apprend aussi s'installer à Fourvière en 1841, où ils sont rattachés au sanctuaire. C'est aussi en 1853 qu'une circulaire du cardinal Bonal est envoyée à tous les curés du diocèse, demandant d'empêcher toute construction sur la colline, d'arrêter celle en cours et de pouvoir modifier celle qui existe. On commence déjà à avoir derrière la tête de récupérer les terrains pour construire la basilique. Dans son contexte, dès le début des années 53, les jésuites qui occupent la maison au sud, donc qui étaient en train de construire un édifice là, qui n'est manifestement pas terminé, sont approchés. La grande hauteur et l'aspect massif de la maison des Jésuites posent un problème.
on leur propose de racheter la maison, comme on leur propose, c'est la commission de Fourvière, et les jésuites, et dès 1853, la commission de Fourvière et les jésuites trouvent un accord amiable. Les pères jésuites acceptent de supprimer un étage et d'ajouter 4 tours qui corrigent l'aspect massif de l'immeuble. La maison précédente, qui comportait une façade à 5 niveaux, sera réduite en 3. Alors, vous savez que les jésuites qui avaient à peine construit la maison, ils décident de baisser un étage, de mettre 4 tours, et tout ça, c'est fini, on peut dire, fin 53, 1853, début 1854. Donc, ils allaient vite. Ou alors, c'est des sources qui sont des près, on doit être à peu près dans ce cadre-là. Dans ce contexte, donc, voilà. Voilà, on retrouve la tour de l'observatoire. C'est un observatoire astronomique. Notre-Dame a été rehaussée. Donc, ça date de 1850. Donc, sur les représentations avant, elle était plus basse. Et c'est en 1852 que la Vierge dorée a été posée sur le sommet du bâtiment. Donc c'est finalement cette représentation qu'on a choisi d'intégrer dans le bas-relief, parce qu'elle se situe un peu au milieu des années de l'existence du Père Chevrier, et puis au milieu des années de l'existence du Père Chevrier, et puis on trouvait qu'elle était quand même assez sympathique à transposer en sculpture. Voilà. Donc ça ne sera pas une représentation de 1860, qui est vraiment l'époque où les jeunes filles sont allées à Fourvière, mais on a plutôt choisi une représentation de 1853. Mais on a plutôt choisi une représentation de 1853. Alors, on passe ensuite quelques années plus tard, en 1856. Donc, on voit la maison des Jésuites, qui s'est complètement transformée avec son étage en moins et ses 4 tours. C'est celle qui est complètement transformée avec son étage en moins et ses 4 tours. C'est celle qui existe aujourd'hui, je pense encore. Voilà. Les étages, voilà, on va rester là. Ensuite, après 1858, des modifications, et en particulier, c'est la tour. La tour, là, elle a été réduite en hauteur. Donc ça date de 1857 et 1858. Donc vous voyez que les orientations du cardinal de ne pas augmenter les constructions, finalement, ça a été respecté. Beaucoup plus tard, donc là on sort même, c'est après la mort du Père Chevrier, non, 1879. Donc c'est 1879. Donc c'est encore à l'époque du Père Chevrier. On est en fait juste avant la construction de la basilique. Donc on voit que toutes les parties des maisons qui se situent au nord, les parties des maisons qui se situent au nord, et en particulier les parties dont va nous parler Augustin, ont été démontées. Voilà. Donc, en conclusion, dans les années 1860, donc quand les sœurs arrivent à Fourvière, voilà en gros l'image du coteau de Fourvière. Voilà. À toi. Merci. Alors je me retrouve mêlé à toute cette histoire, moi. Je n'avais pas demandé ça au début. C'est la Providence qui m'a amené à la Providence d'Auxerre. Assez marrant. Je suis arrivé à Lyon en 2011. J'avais entendu dire qu'il y avait une partie de la colline de Fourvière qui appartenait, il fut un temps, à la famille. Mais j'avais pas beaucoup plus d'informations. Et puis c'est grâce à un frère de propédeutique dont le papa est là. Je sais pas si... Et puis c'est grâce à un frère de propédeutique dont le papa est là. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Quentin de la Bourdonnais, qui aime beaucoup les bouquins, qui a lu un bouquin qui s'appelle, attendez, il faut que je vous dise son nom, parce que
l'accomplissement de Fourvière à la colline au fil du temps, qui m'a dit mais il y a quasiment ton nom, il a un E en plus, mais c'est Augustine Roquefort qui m'a dit mais il y a quasiment ton nom, il a un E en plus, mais c'est Augustine Roquefort sur le bouquin. Et donc en fait ça m'a fait tilt et puis je suis allé un peu creuser. J'ai immédiatement demandé un peu au chapelain, Monseigneur Le Gall, le père Mathieu Touvenot à l'époque, et puis ensuite le père Philippe Chatagnon qui m'a aidé à creuser un peu cette histoire-là, sachant que c'est assez marrant parce que en fait j'ai fait une école d'ingénieur juste à côté, l'ECAM. J'habitais toujours sur la colline à Loyasse pendant mes études, puis ensuite je suis allé au séminaire juste derrière. Et c'est pendant ce séminaire que j'ai appris qu'il y avait quand même une belle histoire familiale sur la colline pour la noter. Alors, quelques mots très rapides sur la famille Roquefort. Première remarque, vous avez vu dans les archives, vous allez voir sur les plans, il y a plein d'orthographes différents, parce que tout simplement, si je vous pose la question, enfin, si je vous dis d'écrire le nom que je vous donne, Roquefort, vous avez donc il y a des altérations, et il n'y en a pas un aujourd'hui quand on dit Roquefort qui l'écrit correctement. Un C, un F, deux C, voilà, ou QUE exactement. Parfois on mange effectivement, on dit Roquefort, mais voilà, c'est Roquefort effectivement, et c'est normal que dans les archives le patronyme soit un peu est arrivé vers 1665 de la Provence pour voilà, se donner dans notamment le côté marchand à Lyon. Concernant Augustine Roquefort, pour tout vous dire, on ne connaît pas grand-chose, pas pour l'instant parce que les recherches ne sont pas terminées. Cette Marie-Antoinette Augustine Roquefort est née en août 1802 à Marseille et décédée le 10 octobre 1871 à 69 ans à Lyon 5e. Donc l'image qu'on avait juste avant là, de Fourvière avec les bâtiments détruits correspond à l'année de la mort d'Augustine. Je ne vais pas vous faire toute la généalogie, ça ne vous intéresse pas. Moi, ça m'intéresse, mais je ne vais pas vous... Mais c'est notamment la petite nièce de François Roquefort, qui était échevin de Lyon de 1786 à 1789. Un autre lien évident avec la colline et la ville. Un autre lien évident avec la colline et la ville. Nous savons d'Augustine qu'elle est célibataire et qu'elle a fondé la maison de la Providence sur les coteaux de Fourvière pour prendre soin notamment des filles protestantes repenties, donc converties au catholicisme, et qui étaient chassées par leur famille. Et donc elle voulait leur donner un lieu pour les accompagner, pour les accueillir. En tout cas, ce qui est assez frappant et pour moi très fort, c'est qu'Augustine a un lien assez fort avec, d'un côté, la bienheureuse Pauline Jaricot, il y a 8 ans. Il y a eu toute une concurrence des chemins à lacets pour monter à Fourvière, mais je vous passe les détails. De l'autre côté, le bienheureux Antoine Chevrier, de fait, qu'elle a accueilli avec les 6 premières filles pendant 1 an. Et puis, on le relisait tout à l'heure encore avec le père Philippe Chatagnon, Augustine aurait légué une partie de son héritage à Antoine Chevrier pour son œuvre. À son décès, Antoine Chevrier est allé rencontrer l'huissier chez elle pour prendre possession d'une partie de l'héritage. Donc probablement qu'entre Antoine Chevrier et Augustine, il y avait aussi un beau lien. Et puis évidemment avec la basilique de Fourvière. Et c'est peut-être ça que je vais développer très rapidement. D'abord, l'origine de l'acquisition de la propriété par Augustine. Alors vous avez ici, pour ceux qui sont forts en plan cadastro, vous avez la propriété là de Madame Perrin, qui en fait, Madame Perrin, c'est la sœur de Pauline Jaricot. Pauline Jaricot, vers 1830, s'inquiétait que l'espace de Fourvière ne soit plus un sanctuaire. Vous savez qu'on est après la Révolution, donc ici c'était un milieu ecclésiastique, enfin de bâtiment ecclésiastique, et Pauline Jaricot souhaite, et toute sa famille souhaite, que la colline reste une colline brillante. Et donc la famille Jaricot achète pas mal de bâtiments, et donc Pauline pousse Madame Perrin, sa sœur, à acheter une partie de ces bâtiments
qui sont en fait la somme de deux lots. En 1842, il y a eu un regroupement des propriétés d'Alain et Morel. Madame Perrin achète ces deux propriétés et Augustine Roquefort acquiert ce terrain en 1844. On peut passer à la diapo suivante. Donc on a ainsi un plan assez détaillé, assez frappant. On voit bien le lac. Alors ce plan il n'est pas détaillé, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas de quand il date. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit à la fois dans la nomination, l'intitulé du document, un plan de la propriété acquise de Mademoiselle Roquefort, et puis sur la gauche, il y a, je crois, habitation Roquefort, le lieu de la Providence. Voilà, ça c'est un plan qui a été fourni par le photographe Jean-Pierre Gobillot, qui a participé à l'illustration du livre Fourvière, l'âme de Lion. Voilà, donc c'est au nord de l'antique, de l'ancienne, enfin de l'actuelle toujours, chapelle de Fourvière. On peut passer la diapositive suivante. Alors l'historique de l'origine, dont je vous ai rapidement parlé des biens de la propriété, ajouté aux différents plans qu'on a, on peut de fait, de manière assez certaine, enfin, on n'est jamais certain quand on parle de l'histoire, mais on fait des hypothèses de plus ou moins certaines. On n'est jamais certain quand on parle de l'histoire, mais on fait des hypothèses de plus ou moins certaines, que effectivement la maison cerclée que vous avez en bleu là, entourée en bleu, est la maison d'Alain, qui existait déjà du temps où Augustine Roquefort a acheté la propriété en 1844. Et on découvre aussi dans les archives que cette propriété est occupée par les sœurs hospitalières sous l'égide de Phileas Jaricot, peut-être que ça fait titre pour vous, frère de Pauline Jaricot, et donc cette maison elle est baptisée à l'époque Nazareth, pour voilà, accueillir ses sœurs, et elle va acquérir la maison de Bréda, qui deviendra la maison de Lorette en bas. Et donc, dès 1844, Augustine désire faire de cette maison un refuge, comme je vous l'ai dit, pour les protestantes repenties. Et en 1852, alors on peut rester peut-être sur la précédente pour l'instant, qui sont sur la droite du cercle bleu, ils vont se terminer vers 52, qui vont être donc dénommés la Providence, et les archives stipulent que c'est une grosse maison de 3 étages à fenêtres cintrées. On la reconnaît bien. À mon avis, c'est la Providence. Voilà. Et en 54, un peu plus tard, Beaune, pour construire les jardins et le chemin en lacet. Grosse concurrence pour Pauline Jaricot qui avait la même idée. Voilà. Sauf que Augustine prendra un peu plus de temps, elle avait moins de moyens, donc les chemins à lacet prendront un peu plus de temps, je vous le dirai après. Donc on revient effectivement sur ce croquis de 1853, pardon, croquis c'est gravure, c'est ça ? Une gravure. Où on voit effectivement très bien l'emplacement de la Providence. Voilà, tout simplement. Juste avant, si quand même peut-être une remarque, Jean-Luc, tout simplement. Juste avant, si quand même peut-être une remarque, Jean-Luc l'a dit tout à l'heure, mais on voit que Augustine, son corps défendant, a construit la Providence juste avant que le cardinal de Bonald émette le désir qu'il y ait comme un socle de verdure sur la future basilique, enfin, voilà, en dessous pardon, du sanctuaire de Fourvière. Souhait qu'il y ait un socle de verdure. Voilà un autre plan où on commence à voir la basilique. Donc on voit les plans, enfin le tracé en rose de la basilique de Fourvière. Exactement, hein, si on superpose les deux plans, la basilique actuelle est évidemment sur la maison anciennement Providence. Alors on peut se demander comment la commission Fourvière a réussi à acquérir ces biens d'Augustine Roquefort. Alors je vais essayer de... C'est un peu compliqué. Il faut l'avouer quand même, il faut le dire. Comme avec Pauline Jaricot, on peut retenir tout de même les démêlés de la commission de Fourvière pour acquérir les terrains Jaricot et Roquefort et pour répondre à ce désir du cardinal de Bonald et puis de l'église de Lyon. Pour accepte en 1856, sans doute parce que en commençant son chemin à lacet, elle commençait à avoir un peu de problèmes financiers.
Et donc elle accepte enfin de vendre sa propriété, mais d'abord à l'abbé Saligna, aumônier des Carmélites, probablement du Carmel de Fourvière, mais je ne suis pas sûr. Et donc elle accepte enfin de vendre sa propriété, mais d'abord à l'abbé Saligna, aumônier des Carmélites, probablement du Carmel de Fourvière, mais je ne suis pas sûr, plutôt qu'à la commission qui faisait tout pour avoir son terrain, parce que l'abbé Saligna lui avait promis de garder Fourvière, mais je ne suis pas sûr, plutôt qu'à la commission qui faisait tout pour avoir son terrain, parce que l'abbé Saligna lui avait promis de garder la Providence et l'œuvre de la Providence. Mais je ne suis pas dans le cœur de l'abbé Saligna, donc il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire, évidemment. C'est que Augustine va revenir sur sa décision, sans doute qu'elle se sent un petit peu flouée par l'abbé Saligna, qui juste après va, proposer à la commission de Fourvière de vendre une partie des bâtiments, et 2, va terminer le chemin à la propriété Jaricot, alors que Pauline Jaricot est à Rome. Il termine les travaux de nuit sans son autorisation. Donc en fait, évidemment, ça se termine en procès. C'est la vie, hein, Et donc effectivement, Augustine va revenir sur cette vente, une vente qui sera en 1859, mais entre-temps, l'abbé Saligna avait conclu un accord avec la commission de Fourvière, et donc suite à pas mal d'échanges avec la commission de Fourvière, après de nombreuses années de discussions, pendant lesquelles d'ailleurs le père Antoine Chevrier viendra à Fourvière, eh bien Augustine cède en tout cas la propriété. Voilà pour la petite. En 62 exactement, et donc immédiatement après, 62, enfin immédiatement après, pas longtemps après, les bâtiments vont être rasés, et voilà, petit à petit le jardin du Rosaire en 64 va être inauguré. Voilà, petit à petit le jardin du Rosaire en 64 va être inauguré, et on va voir le sanctuaire fleurir, et j'en suis ravi, Donc Augustine était bien propriétaire de la Providence en 1860. Légalement, Augustine était propriétaire, et sans doute qu'elle y vivait toujours, puisque les enfants de la communion sont partis parce qu'Augustine était malade, elle commençait à être malade, donc elle avait besoin sans doute d'un cadre calme. Voilà, que vous dire de plus? Tout simplement la dernière image. Quand même, c'est dans cet environnement que les jeunes filles engagées dans les premières séries de première communion de l'œuvre du père Antoine et de Marie Boisson, c'est dans ce cadre propice quand même, c'est quand même sympa comme cadre, que l'œuvre du Prado va commencer. Alors, on va terminer cet entretien. Voilà, tu veux prendre la parole? Oui, je pense que ce qui vous importe, ce qui nous importe, c'est que pourquoi est-ce qu'on a fait appel à Philippe Duret. Mais c'est intéressant de mieux vous connaître. Vous êtes ici aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler comment vous êtes arrivé à la sculpture? Présentez-vous en tant que ce que vous êtes. Bonjour à tous. Voilà, donc je suis sculpteur depuis près de 38 ans. Voilà, j'ai fait une formation à Avignon pendant 1 an. Ensuite, j'ai fait 4 ans, près de 38 ans. Voilà, j'ai fait une formation à Avignon pendant 1 an. Ensuite, j'ai fait 4 ans à Paris. J'ai fait les beaux-arts, j'ai fait plusieurs choses pour apprendre le métier. Je travaillais dans un atelier qui était spécialisé dans la restauration des monuments historiques. Donc à la suite de ces 4 ans, je me suis installé à Alberdoz en Haute-Savoie, tout près du château de Torembilière, où est né Saint-François de Sales. Et la première fois que l'on s'est rencontrés, vous nous avez présenté une sculpture justement de Saint-François de Sales. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Je pense que c'est sur ce travail. Oui, c'est vrai qu'étant à côté
d'où est né 100% de salle. C'est vrai que j'ai eu plusieurs fois des demandes de sculpture de 100% de salle. J'en ai fait une qui est partie du côté en Amérique, j'en ai une qui est partie à Genève, il y en a d'autres qui sont partis. Enfin bon, j'en ai fait plusieurs. Donc il vient de le dire avec sa plume et son livre, ce qui nous a paru intéressant, ce pourquoi nous avons travaillé ensemble, c'est pour le détail, c'est pour la précision. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais artiste, artisan, un immense débat imaginaire. Vous êtes plutôt dans le respect de l'histoire. Et on le voit très bien, avec au moins dans ce que l'on a vu. Mais vous ne faites pas que des saints, que des saintes. Hein, parlez-nous un peu du travail en général, mais rapidement. Alors c'est vrai que l'artiste, artisan, c'est un débat. Mais c'est vrai que je travaille qu'à la demande, donc quelquefois on vient avec une demande particulière, donc il faut déjà savoir écouter les gens, leur demande, et puis savoir la traduire. Donc c'est là où peut-être le côté artisan rentre en ligne de compte. Donc c'est là où peut-être le côté artisan rentre en ligne de compte. Voilà, donc mon travail, ça consiste à créer des bas-reliefs, à restaurer. J'ai fait beaucoup de sculptures de boiserie, style château de style Louis XIV, sculptures de boiserie, style château de style Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Voilà, dernièrement j'ai eu des grosses commandes pour des pays étrangers. Voilà. Et aussi une belle commande aussi que j'ai eue en 2023 pour le château de Versailles. Alors, côté création, cet arbre, vous voyez, moi je dis là qu'on est plutôt avec l'artiste, ce n'est pas une réalité que l'on reproduit, hein. On est en train de montrer ce qui est à l'Immaculée Conception, la croix, l'arbre, les différentes branches bradosiennes. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Comment cette œuvre est venue, les difficultés que vous avez eues avec nous pour créer cela, et comment vous procédez? J'ai découvert, quand je suis avec un peintre ou quelqu'un qui dessine, bien il va avoir son papier, son stylo, son pinceau, etc. Et il va être en contact direct. Mais vous n'en direz plus avec précision. Pour la sculpture, oui, il y a combien d'intermédiaires? On en reparlera tout à l'heure. Hein. Mais il n'y a pas que le papier et le stylo, il y a des modelages. Il y a des papiers, il y a des modelages. On va voir en détail après. Voilà. Donc là peut-être te rappeler qu'en dehors de la sculpture qu'il a fait là, il a fait deux autres sculptures pour l'année Chevrier. Donc celle-ci, hein, qui est installée à l'Immaculée Conception, et puis une autre. Et l'autre, un tableau au relief avec Antoine Chevrier en buste, avec des scènes de vie, voilà, qui se situe dans l'église de Saint-Vincent-de-Salle. Alors, là, c'est les différentes étapes de l'élaboration de l'œuvre. Oui, alors, avant de faire ces dessins, il a fallu d'abord connaître. Donc, j'ai, par des recherches documentaires, aussi lu sa biographie, aussi avec beaucoup de discussions que j'ai eues avec vous, Michel, avec toi, Jean-Luc. Donc, on a beaucoup parlé sur différentes scènes de vie qui pourraient être réalisées par des tout petits dessins, des petits croquis à droite à gauche, qui après, que je recompose sur un grand format, que j'ai soumis que je vous ai soumis, qui a été plus ou moins accepté. Donc après, cette étape-là, un dessin plus élaboré a été à l'échelle 1. Donc c'est la première étape. Ensuite, ouais, c'est aussi intéressant de bien préciser qu'on a consulté la commission diocésaine d'art sacré, les personnes chez qui ont été accrochées cette œuvre. Il y a eu plusieurs rencontres, plusieurs dialogues. Et c'est là où je reprends le mot artisan. Finalement,
j'ai beaucoup admiré l'écoute des différentes critiques ou interrogations que l'on pouvait avoir et l'ajustement par la suite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement cette écoute et les ajustements? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement cette écoute et les ajustements? Et puis peut-être nous parler, une fois qu'on a le papier, le dessin, il y a encore un intermédiaire avant de sculpter. Alors c'est vrai que ici peut pas. Je travaille soit dans mon atelier, c'est pas évident. Donc là, ce serait une étape de modelage, non? Oui, donc après le dessin, donc, qui a été validé quand on a présenté ici à Fourvière, donc il y a eu l'étape du modelage. Donc le modelage, c'est une étape qui est très importante parce que ça permet de trouver les visages, de tout trouver en fait jusqu'à ma satisfaction. Donc c'est vrai que là on est sur un haut relief, on voit les jeunes filles ici qui sont en bas relief, mais donc comme c'est du bas relief c'est très difficile, donc il y a des raccourcis. Donc je vais essayer de trouver tout ça dans ce modelage. Et quand le modelage est terminé, et donc on est passé à l'étape du moulage. Donc l'étape du moulage, c'est pour figer ce modelage qui reste quand même délicat et fragile, parce que le modelage c'est une matière souple, donc cela permet d'y revenir tant qu'on veut. On en enlève, on en remet. Parfois j'ai eu, par exemple, je trouvais que le cou était trop court, donc je coupe la tête, je rehausse. Enfin voilà, c'est facile quoi. Tant qu'on n'a pas tout trouvé, le modelage le permet. Le modelage le permet. C'est en quoi le modelage? C'est avec de la... Alors c'est une pâte à modeler souple qui s'appelle de la plastiline. Qui s'appelle de la plastiline. C'est 7 heures, donc il faut qu'on accélère. Voilà, ouais. Vas-y. Et puis, alors, là on est dans la phase de modelage, donc tu disais que tu faisais... donc je fais un moulage pour... Donc tu disais que tu faisais... donc je fais un moulage pour figer ce modelage. En plâtre. En plâtre. Donc il y a le moulage, il y a le tirage. Donc ensuite, par rapport à ce modelage, par rapport à ce tirage en plâtre, je vais réaliser la sculpture en bois. Donc je réalise la sculpture, donc d'abord je prépare mon épaisseur de mon dessin dessus, et avec différents outils de sculpture et d'outils de mesure, je vais épaler, je vais sculpter et avancer jusque dans le détail. Donc le moulage me permet de l'avoir sous les yeux pour avoir plein de petites précisions. Et puis ça évite aussi d'avoir des erreurs. Alors, on travaille le bois, si un coupeau de trop s'en va, c'est trop tard, on ne peut pas retrouver. C'est quoi? C'est du chêne? C'est quel bois? Quel est le bois? Quelle matière? Alors le bois utilisé c'est du tilleul. Alors le bois utilisé c'est du tilleul. Le tilleul c'est un bois plutôt clair, tendre, plutôt stable, et aussi j'ai pas choisi d'autre bois parce que celui-ci j'aurais pas eu de mauvaise surprise. J'aurais pas eu de mauvaise surprise. C'est dans la découverte d'un nœud caché ou des choses comme ça ou de défaut d'emploi. C'est un bois qui est très bien pour ça. C'est sûr qu'une fois que l'on est avec l'outil coupant, on ne peut pas rater. On est avec l'outil coupant, on ne peut pas rater. Donc là, moi j'ai ressenti le travail du sculpteur après, à la suite de toute cette préparation, et une fois que c'était fini, qu'il fallait exécuter, bien c'est là fini, qu'il fallait exécuter, bien c'est là qu'on redevient l'artisan. Il faut absolument mesurer, reproduire, et aucune erreur n'est possible. Oui, je voulais juste signaler, pour avoir vu comment il faisait, qu'on a passé une journée pour essayer d'affiner un peu le visage du père Chevrier. C'est pour vous expliquer la difficulté après au niveau du bois, parce que là vous n'avez pas droit à l'erreur. Mais quand on est avec la pâte à modeler, on peut beaucoup plus en fait faire des essais. Mais ce qui est frappant, c'est qu'un tout petit détail, ça vous change complètement l'expression. Voilà, c'est vraiment très très sensible.
Oui, tu veux dire quelque chose? Ah, moi, j'ai encore une question, vous permettez? C'est la durée. Pour faire un travail comme celui-ci, combien de temps il faut? De recherche, de dessin, de modelage, de moulage, de sculpture en bois, j'estime environ à 250 à 300 heures. Minimum, je ne compte pas mes heures. Mais La sculpture sur le bois seulement. la sculpture sur le bois, c'est à peu près 160 heures. Après ça, continuellement. J'ai avancé, je travaille une semaine, 15 jours, je laissais tomber, je revenais avec un œil neuf, justement pour voir les quelques défauts. Alors pour ce genre de travail, par exemple, pour voir les défauts, quelquefois je travaille mon panneau à l'envers. Donc voilà pour voilà pour C'est à quelle dimension? Voilà, il fait quelle taille? On se pose tous Ouais. cette question-là. Vous savez, pour avoir la taille, le mieux, c'est d'aller voir. Ça fait quelle taille? Mais c'est accroché à peu près, la taille, à peu près, la taille. alors Je dirais 90 par 80 par 100. je crois que c'est 70 cm de large, 80 de large par 1,15 m de haut. Ah oui, parce qu'en fait, il y a On a rajouté l'inspection. Je vais te redonner encore un petit peu.